Bonjour, bienvenue, je m'appelle Médéric et je suis cofondateur du site Beaujolais & Co, le site où l'on parle Beaujolais, vin et accessoirement vin du Beaujolais. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous parler d'une des deux cuvées de notre Beaujolais Box du mois d'août. Et la première cuvée, c'est un Morgon, lieu-dit Les Charmes, du domaine Château Bellevue et millésime 2018. Alors, plusieurs choses intéressantes à noter tout d'abord avant de parler stricto sensus de ce vin, de cette cuvée qu'on va déguster et découvrir ensemble. D'abord, c'est l'appellation Morgon. C'est un des 10 crus du Beaujolais, très qualitatif, qui a cette capacité à proposer souvent des vins de garde, des vins très en structure, un peu puissants, un peu costauds, avec beaucoup de finesse également, et qui se gardent 10, 15, 20 ans selon le cas. Deuxième élément important à noter pour ce vin-là, c'est le millésime 2018 qui est un très joli millésime en Beaujolais en général, un millésime qui a tout pour plaire parce qu'en fait, déjà sur sa jeunesse, il propose des vins très séducteurs, très plaisants, qui proposent une véritable émotion à boire d'ores et déjà, et en même temps une capacité de garde, comme je le disais tout à l'heure. Le millésime 2018 avait tout qui lui permet justement de pouvoir faire évoluer les vins, donc de la fraîcheur, de la structure, une matière bien mûre, à juste maturité, pas trop chaud, donc tout est là, tout pour plaire, tout est en place, donc c'est absolument superbe. Véritablement, si vous avez l'opportunité de choisir des millésimes 2018, n'hésitez pas. Alors, je le redis, ça ne veut pas dire que les autres millésimes ne sont pas intéressants et qu'il faut s'en détourner. Non, ça veut simplement dire que 2018 est véritablement qualitatif. Voilà. Un mot également sur le domaine Château Bellevue, avec 2-3 choses à noter. C'est un domaine qui, en fait, appartient à une maison bourguignonne, la maison Jean Leron, qui est très connue et qualitative et qui a fait l'acquisition d'un certain nombre de domaines en Beaujolais, dont le Château Bellevue, qui porte bien son nom parce qu'en fait, il est un peu sur les hauteurs de Villiers-Morgon et il a une vue panoramique sur tout le vignoble, enfin une bonne partie du vignoble, et la vue est absolument délicieuse, pleine de charme, si j'ose dire, pour reprendre un peu la thématique de la cuvée d'aujourd'hui. Et véritablement, si vous avez l'occasion de passer par là, n'hésitez pas. Autre élément important par rapport à cette cuvée, c'est le fait que Tristan Larsen, qui est en charge désormais de la vinification au château, est depuis 2017 avec une volonté de proposer des vins taillés pour la garde, mais aussi avec pas mal de matière, de structure, des vins qui se respectent, mais qui en même temps proposent un plaisir d'ores et déjà sur leur jeunesse. Voilà, donc c'est aussi l'intérêt de ce type de domaine, de ce type de vinification et de ce millésime. Et les Charmes, le lieu-dit dont on parle présentement pour cette cuvée de Gamay, puisque je vous rappelle que tous les vins rouges des crus du Beaujolais ou du Beaujolais en général, ou de l'appellation Beaujolais Village, sont faits à partir de Gamay exclusivement, les blancs étant faits à partir de Chardonnay. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai personnellement ouvert la bouteille 2 heures avant. Il y a une possibilité de carafage également si vous le souhaitez, mais 2 heures avant c'est bien. N'hésitez pas à refroidir un petit peu votre vin. Ce sont des vins qui se dégustent autour de 14-15 degrés, donc pas trop froid, pas 8 degrés, mais pas trop chaud non plus. Donc n'hésitez pas à passer au frais, donc dans le réfrigérateur, quelques minutes votre vin si vous trouvez qu'il est un peu chaud. Mais 14, 15, 16 degrés, c'est parfait. 2 heures d'aération comme ça, ou un passage en carafe, lui feront le plus grand bien. Voilà. Toujours en termes de verrerie, des verres propres, bien évidemment. Pas besoin de prendre des grandes marques, si vous les avez, tant mieux, mais pas de marque prioritaire. Des verres qui proposent un joli contenant pour que le vin puisse justement s'épanouir et révéler l'intégralité de ses arômes. Voilà.
Hop, donc je sers mon vin, voilà. Je vous rappelle, on ne met pas trop de vin dans le verre, tout simplement, voilà, à peu près comme ceci, un peu moins d'un tiers, ce qui permet au vin, pareil, de s'oxygéner et que quand on agite le verre, voilà, on n'en fout pas de partout. En plus, là, je vais faire un peu en hauteur. Voilà. Ce que je viens de faire, l'aération du vin, petit point technique, je vous conseille toujours, quand vous servez votre vin et que vous vous assurez qu'il n'y a pas de défaut, c'est de sentir d'abord votre vin sans l'avoir agité, tout simplement parce que ça permet que d'éventuelles notes aromatiques défectueuses ne soient pas masquées par d'autres notes aromatiques du vin. Voilà, donc dans un premier temps, on peut sentir son vin sans l'avoir aéré, sans avoir agité son verre, et dans un second temps, on peut agiter son verre pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut. Voilà. Toujours, c'est un peu l'histoire des deux nez, premier nez, deuxième nez, mais il y a aussi une dimension un peu, comment dire, technique de vérification. Voilà, pour s'assurer que le côté défectueux éventuel du vin ne soit pas masqué par d'autres notes aromatiques. Voilà. En même temps, je vous rappelle que l'oxygénation, l'aération du vin, donc l'apport d'oxygène, est censé lui apporter cette capacité à développer aromatiquement sa structure. Voilà. Donc ici, on a un nez à la fois dense, en tout cas intense, qui est net, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de notes toutes désagréables, et on a un nez très expressif, avec une certaine forme de complexité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sent 4-5 arômes différents, et donc à partir de là, on peut parler de complexité, à partir de 4-5 arômes de nature différente, et avec une intensité assez prononcée. Les arômes pourraient être discrets, là ils sont plutôt intenses. Alors quels sont ces arômes? Qu'est-ce qu'on ressent? Là, on sent une note de fraise, des bois écrasés assez mûrs, mais pas de notes lourdes, pas de notes compotées. Vraiment juste la fraise des bois fraîche comme ça, un peu écrasée, qui est assez plaisante. On sent des notes de fruits noirs, tels mûrs également. On sent des notes un peu plus fraîches, un peu plus végétales, comme de la ronce par exemple, toujours dans ou de feuilles froissées, de feuilles séchées, d'humus un petit peu, cette notion de balade en sous-bois comme ça, avec la fraîcheur de la ronce ou de mûrs un peu sauvages comme ça qui viennent. C'est un ensemble qui vient équilibrer le côté un peu rond, un peu chaud de la fraise écrasée, par exemple. Voilà, et donc on a un côté très plaisant du nez. Il est intense sans être ostensiblement démonstratif. Il est assez délicat, mais il est là, il tient son rang. Bien évidemment, si vous êtes des fidèles dégustateurs et des experts avertis, vous aurez noté que je ne vous ai pas parlé de la couleur et de la robe du vin dans une approche, on va dire, classique. Il aurait fallu parler de la robe du vin. Là, on est un peu entre nous, donc il n'y a pas forcément d'ordre plus que ça établi. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est important de noter quand on regarde le vin? Il est important de noter d'abord qu'il n'y ait pas de défaut apparent également. Est-ce qu'il y a des choses un peu en suspension, des troubles ou quelque chose comme ça? Attention, c'est pas parce qu'il y a des troubles ou des petits éléments en suspension que c'est un vin forcément défectueux. Ça veut peut-être dire que le vin n'a pas été filtré. On regarde également l'intensité de la couleur. Là, on est sur un rubis assez intense, assez éclatant, qui renvoie bien la lumière. Alors vous voyez peut-être pas trop, mais en même temps, si vous penchez votre verre comme ça à 45 degrés au-dessus d'une feuille, enfin au-dessus d'une couleur un peu blanche, un peu claire en tout cas, vous pouvez voir à travers et essayer de déterminer justement le côté intense de la couleur. Est-ce que vous voyez facilement à travers ou pas? Là, c'est un vin relativement intense hein, quand même en termes de couleur, donc un rubis intense. Et sur le côté,
on regarde là les reflets, ce qu'on appelle le reflet, qui vont hop par-dessus, toujours un peu par-dessus, qui nous donnent un peu l'évolution du vin. C'est-à-dire que si plus les reflets sont sombres et tirent sur le tuile, sur des notes un peu comme ça, orangées, ou très sombre, ça veut dire que le vin a déjà connu une certaine forme d'évolution. Au contraire, là, il est vraiment d'un rouge pourpre, donc très jeune, bien évidemment. 2018, c'est un bébé ici, mais on va le voir qui propose déjà des choses tout à fait séductrices. On peut, faisons l'analogie avec nos enfants, par exemple. On peut avoir beaucoup d'émotions avec son petit, voilà, qui a 2, 3, 4 ans, avoir d'autres types d'émotions avec un enfant qui est adolescent, et enfin d'autres types d'émotions et de partage et d'échange avec nos enfants qui ont 30 ou 40 ans, enfin, ou qui sont jeunes adultes. Et bien les vins, c'est pareil, c'est-à-dire que on peut très bien avoir des émotions de nature différente avec les vins, en fonction de leur évolution. Bien évidemment, un vin qui sera beaucoup plus évolué, il aura une complexité à tout point de vue, aromatique, gustative, olfactive, qui sera plus prononcée qu'un bébé de 6 mois ou d'1 an ou 2 ans. Le langage du vin sera plus évolué, comme le langage d'une nourrition sera plus comme le langage de notre enfant à l'âge adulte sera plus évolué que le langage de notre enfant en tant que nourrisson. Et pourtant, on aimera déjà passer beaucoup de temps avec notre nourrisson. Ben, le vin, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, souvent on dit, ouais, il faut attendre, c'est trop jeune, etc. Oui et non. Oui, on peut attendre, on aura plein d'autres émotions, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas sur un vin un peu jeune. Voilà, donc là le vin, il n'y a pas de défaut apparent ni au niveau de la couleur. Voilà, le vin est limpide, brillant, il renvoie bien la lumière, de forte intensité au niveau de la couleur rubis, pourpre sur les reflets, les rebords, donc plutôt signe de jeunesse. Voilà, au niveau aromatique, très plaisant, assez intense comme on le disait, et une gamme aromatique plutôt complexe puisque de nature diverse. Voilà. Alors, en bouche, il est important d'abord de ne pas prendre trop de vin, voilà, et de faire circuler le plus possible le vin dans le palais, pour bien qu'en fait le vin, comment dire, tapisse tout le palais et propose le maximum d'émotions au moment de la dégustation. Donc là, on a un vin qui est d'une entrée très franche. C'est-à-dire que l'entrée, c'est la première sensation en bouche, un vin qui est net, franc, direct, qui s'impose directement et qui va s'exprimer sur le volume. C'est un vin très ample, très large, qui prend bien l'ensemble de la bouche, l'ensemble du palais, et qui s'étire de tout son long et qui nous propose en termes de texture vraiment un soyeux très délicat, très souple, des tanins très soyeux, poudrés, assez fins. Et c'est ça qui est flatteur. Côté charme, on l'a dit, hein, le terroir des charmes. En l'occurrence, là, ici, ce sont des vignes d'une quarantaine d'années. Voilà, donc ils sont dans une belle maturité d'âge déjà, ni trop vieilles, ni trop jeunes. Et donc, c'est un sol assez un peu sablo-limoneux, en l'occurrence ici. Donc, du coup, on retrouve le côté un peu soyeux, justement, du terroir et qui se traduit également dans le vin. Donc on a dit des tanins un peu poudrés comme ça, très délicats, très séducteurs, très charmants. Et en même temps, on a une bouche qui est en volume, comme on le disait, mais très plaisante, pas lourde, pas pataude, assez fine, délicate, fraîche, élancée, étirée. Vraiment une belle, faut imaginer une belle robe comme ça de mariée, vraiment.
en volume, qui explose en bouche, etc. Un autre élément que l'on détecte en bouche, c'est que cette fraîcheur est également comment dire, présente et illustrée par le côté juteux, fruité du vin. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine, on prend la grappe de raisin que l'on presse comme ça et on a vraiment la fraîcheur du fruit. Le côté très digeste, très juteux du fruit, eh ben, se retrouve également dans ce vin. Et sur la finale, c'est-à-dire que la finale, les sensations que l'on a quand on a avalé le vin, qu'on ressouffle comme ça un petit peu pour faire ressortir l'air et donc ça fait remonter les effluves aromatiques à l'intérieur de la bouche. On retrouve le côté un peu juteux, fruits noirs, mûrs, le côté également fraises des bois écrasées, côté un peu griotte, acidulé comme ça aussi, sur cette finale qui revient, qui redonne un peu de peps, de tonus, de fraîcheur au vin, qui le retend un petit peu et qui l'étire, le côté un peu légèrement griotte que l'on a, qui est très présent et plaisant à cette dégustation. C'est un vin qui, voilà, 13,5. Donc on est dans la bonne moyenne hein, des vins du Beaujolais, surtout sur le Morgon. Donc ça reste des vins tout à fait digestes et frais. On a une finale, c'est les dernières sensations que l'on a en bouche, très plaisante, très salivante. Voilà, je salive encore, vous voyez, très salivante, très fraîche, pas du tout pataude, au contraire, qui se tient, qui garde le côté qui garde les papilles en suspension, qui nous fait saliver, côté légèrement salin qui revient comme ça. Et qui contribue au plaisir définitivement du vin et à son côté qualitatif. Le griotte dont on parlait tout à l'heure aussi, qui est là, les petites notes de griotte, c'est absolument plaisant. On a un vin donc concrètement qui définitivement joue son rôle charmeur sur sa jeunesse. Il n'y a pas de doute, on est véritablement séduit par cette cuvée qui reste très facile d'accès. C'est-à-dire pas de complexité outre mesure, le vin s'offre à nous librement, tout à fait consenti. Et il se laisse découvrir avec gourmandise. Et en même temps, on sent bien quand même qu'avec les tanins, malgré le fait qu'ils soient soyeux, délicats, etc., on sent qu'ils sont présents et qu'ils vont garder le vin sur la durée, ils vont l'accompagner. De même que l'acidité, la fraîcheur en l'occurrence du vin qui est amené par cette acidité, entre autres, mais pas que, va garder le vin sur la durée. Autre élément important que je n'ai pas mentionné encore, c'est l'élevage. L'élevage sous bois, ce vin on aura connu de quelques mois, mais l'élevage n'est pas du tout démonstratif. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment de, comment dire, pardon de le dire comme ça, sucer une planche. Non, non, au contraire, on a quelque chose qui met le vin en valeur, qui le soutient, qui le sublime. Et donc l'élevage se met au service du vin et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que l'élevage là est parfaitement intégré et va contribuer là aussi à apporter un petit peu des tanins et de structure au vin qui vont le garder sur la durée. Donc, un vin plaisant d'ores et déjà, très séducteur, très charmeur, un joli terroir du Beaujolais, en l'occurrence Morgon, et un très grand millésime, un lieu-dit également parmi les plus qualitatifs de l'appellation Morgon, et une capacité de garde absolument notable également pour ce vin. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez grand plaisir à le déguster.
à le découvrir. Nous, en tout cas, on a eu on est tombé, allez, on va dire sous le charme de cette cuvée. Voilà, elle porte bien son nom et on voulait vous la proposer. Élément encore d'information, quand vous recevez votre Bojo Box, si vous pouvez garder, ou un vin d'une manière générale, si vous pouvez garder votre vin 2-3 jours avant de l'ouvrir, c'est parfait, ça lui permet de se reposer. Le voyage aura été pas toujours confortable pour lui, malgré toutes les précautions qui sont prises. Le vin est un élément, est une boisson qui nécessite un peu de se poser, de s'apprécier dans les meilleures conditions, et donc il est intéressant de laisser reposer la bouteille 2-3 jours, le cas échéant, avant de la déguster si possible. Voilà, en tout cas, bonne dégustation, merci à vous et à très bientôt sur Beaujolais & Co.